Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage qui va être à la fois positif et négatif. Aujourd'hui, je vous emmène dans un monde empreint à la sorcellerie, aux hippies, aux animaux fantastiques et aux tueurs en série. Tueur en série et sorcellerie, c'est quoi le rapport? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en partant nous promener dans la forêt enchantée d'un dénommé Timothy Zell. Cette histoire, je l'ai découvert en partie en regardant la page Instagram de Quentin Bruyère-Féréol, qui était déjà par ailleurs intervenu sur ma chaîne dans une autre vidéo que j'avais faite sur la secte The Family en Australie. Alors je le nomme ici car c'est quand même un petit peu grâce à lui que je me suis plongé dans cet univers que je vais vous conter avec grand plaisir. Et c'est aussi grâce à la magie du site internet MyHeritage, notre sponsor du jour, que j'ai pu écrire cette histoire. MyHeritage est un site intuitif et très complet qui facilite grandement la recherche de vos ancêtres. Le site est actuellement le leader de la généalogie en Europe et vous permet d'explorer vos origines. MyHeritage propose des outils de recherche extrêmement efficaces comme l'outil Instant Discoveries qui, en un clic, vous propose des profils de personnes pouvant être en lien avec votre arbre généalogique. Toutes ces recherches sont possibles grâce aux 19 milliards de documents présents dans la base de données de MyHeritage. C'est ainsi que j'ai pu apprendre qu'une partie de mes racines venait d'une famille noble d'Espagne, une famille avec de l'argent, beaucoup d'argent. Hélas, tout cet argent nous est passé sous le nez puisque mon arrière-grand-mère s'est amourachée d'un homme du peuple, un roturier. La noblesse espagnole, ne supportant pas que leur sang soit mêlé à celui des gueux, a coupé les ponts avec elle, la laissant sans le sou. Du coup, tu aurais pu être riche? Oui, j'aurais pu. J'aurais pu être très riche, sans doute. Mais c'est pas le cas. À côté de cela, MyHeritage, c'est 90 millions d'utilisateurs pouvant utiliser des outils puissants comme ceux de l'onglet Photos qui permettent de coloriser, animer ou sublimer vos anciens clichés. J'utilise également un autre outil extrêmement intéressant dans l'onglet Recherche du site. Il s'agit de l'option Journaux qui me permet d'accéder à des articles du monde entier lorsque j'enquête sur une personne en particulier. En utilisant le lien en description, vous bénéficiez d'une période d'essai gratuite de 14 jours. Alors moi je vous dis profitez-en et merci à MyHeritage de soutenir cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser votre smartphone avec le QR code ci-joint. Maintenant, il est temps pour moi de vous souhaiter un bon voyage. C'est le 30 novembre 1942 dans la ville de Saint-Louis, dans l'état de Missouri, que vient au monde un petit bébé nommé Timothy Zell. Timothy est un petit garçon sage, gentil, qui ne fait de mal à personne. Et ses deux premières passions dans la vie sont la lecture d'ouvrages concernant la vie des dieux et déesses grecques, ainsi que les sorties nocturnes, nues, à courir dans les bois. C'est par ailleurs durant ces pérégrinations nocturnes que Timothy, en habit d'Adam, pensait à cette époque avoir la capacité de communiquer avec les animaux de la nature en utilisant de la télépathie. En fait, pour lui, cette fonction télépathique n'est ni un rêve ni une fabulation et encore moins un jeu. Pour lui, c'est réel, un point c'est tout. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est en grandissant que son papa remarque que son fils a un petit plus par rapport aux autres enfants. Il comprend très vite les choses et ne semble pas démontrer de difficultés particulières à l'école. Bien au contraire. Pensant que son fils est un génie, il décide alors de l'emmener à l'université de Chicago pour lui faire passer des tests cognitifs. Le résultat est sans appel, Timothy a bel et bien un petit truc en plus. Le souci, c'est qu'il ne s'intègre que peu à la vie moderne. Il est ailleurs, toujours à la recherche d'un petit quelque chose en plus que ses parents ne peuvent lui offrir. En termes d'études, Timothy va obtenir plusieurs diplômes. Un en art, un en psychologie, un autre en sociologie et anthropologie, plus un certificat en pré-médecine. Suite à quoi, il va entrer en clinique à l'université de Washington pour parfaire son parcours en psychologie dans la ville de Saint-Louis. Enfin, il va obtenir haut la main un doctorat en divinité à l'établissement de Rolling Meadow dans l'Illinois. C'est également durant cette période qu'il va découvrir le monde dans lequel il se sent le mieux, l'univers des hippies. En 1961, alors adolescent, il décide de partir vivre dans une petite communauté dont les principes tournent autour de la nature, de l'échange, de l'entraide, de la drogue, du sexe. Et c'est là qu'il va tomber sur un livre qui va changer sa vie. Il s'agit du roman En terre étrangère de l'écrivain Robert Heinlein ou Robert Heinlein. Cet ouvrage retrace la vie d'un habitant de Mars qui va créer une religion nommée The Church of All Worlds, qui se traduit par l'Église de tous les mondes. Le grand principe fondamental de ce nouvel ordre religieux développé dans cette fiction est simple, la communauté, l'acceptation de l'autre et le sexe libre. Et bien voilà qui a dû faire plaisir aux hippies. Bien entendu, mais pas que, car ici je me dois de faire une petite aparté, un petit crochet narratif en parlant d'une autre personne,
un certain Charles Manson. En 1971, à Los Angeles, Charles Manson et 3 de ses adeptes féminines sont reconnus coupables de meurtre et de complot dans les assassinats de l'actrice Charlotte Tate et de 6 autres personnes. Charles Manson est un tueur en série né en 1934 dans l'Ohio sous le nom de Charles Maddox. Ce dernier a dirigé durant des années une communauté appelée la famille Manson. Avant de se faire appeler la famille Manson, le groupe formé par Charles et ses acolytes, vers le milieu de l'année 1967, portait en fait le nom de Black Bus Charlie. Ils se sont retrouvés autour de principes de liberté sexuelle, de drogue et d'ésotérisme, qui les ont poussés à finir par prendre Charles Manson pour Jésus. Charles est à cette époque à la tête d'un groupe de hippies fanatiques, et c'est en les manipulant mentalement qu'il va pousser plusieurs de ses adeptes à commettre des meurtres en son nom. Mais ici, dans notre histoire, nous ne sommes pas là pour parler de la famille Manson, ni de leurs exactions. Ce qui m'a intéressé ici, c'est en fait un lien qui a été fait entre Charles Manson et le livre qui a inspiré Timothy Zell, En terre étrangère. En 1970, dans le journal The Philadelphia Inquirer, un article sort dans lequel on peut lire ceci. Cela arrive comme ça. Un de mes amis et moi parlions de l'un de ces livres qui font peu de bruit au début, sombrent dans un profond sommeil peu après leur publication, puis se réveillent quelques années plus tard pour atteindre une popularité jamais imaginée par l'éditeur ou l'auteur. La raison pour laquelle les enfants le lisent maintenant, dit mon ami, c'est que c'était la Bible de Charles Manson. Charles Manson avait pour Bible le livre En terre étrangère ? Ça, c'est ce que dit et mentionne en effet l'auteur de cet article, et c'est suite à ces quelques lignes qu'une légende est née faisant le lien entre cet ouvrage et le tueur en série. Si cela s'avère vrai, ça voudrait dire que le livre qui a inspiré Timothy Zell est le même ouvrage dont se serait inspiré Charles Manson pour tracer les grandes lignes de sa vie, c'est-à-dire vivre dans un monde empreint à la liberté sexuelle, la drogue, le vivre en groupe, ou plutôt le vivre ensemble, le tout sous l'égide d'une religion directement inspirée du livre En terre étrangère. Sauf qu'en bout de course, nous avons d'un côté l'interprétation de Zell face à celle de Manson, et les deux, en termes de philosophie, sont diamétralement opposés. L'un aime, l'autre haït, l'un vit dans une communauté dans laquelle tout le monde est égal, l'autre vit dans une communauté dont il est le pilier, le centre. Mais c'est vrai cette histoire ? Eh bien, il se pourrait que cela soit vrai, mais il se pourrait que cela soit faux. En 1991, un journaliste du Los Angeles Times, un certain Neil Schulman, explique avoir écrit à Manson, alors incarcéré en Californie dans la prison médicale de Vacaville, dans le courant de l'année 1981, pour savoir si oui ou non ce dernier s'est vraiment inspiré du livre En terre étrangère pour mettre sur pied sa religion. Manson, étant un très mauvais lecteur, fait lire et écrire les courriers par une autre paire de mains, un codétenu nommé Robert Hallstatt. Voilà la réponse que va obtenir Schulman en retour. Par contre, ce que je vais vous lire est ici un article de journal, puisque Charles Manson a interdit la publication de ce courrier. Hallstatt, écrivant pour Manson, a dit que non, Manson n'a jamais lu L'étranger. Selon Manson, cela venait du procureur de son procès, Vincent Bugliosi, qui a soutenu que Manson prétendait se sentir comme l'étranger. Mais d'après Manson, il n'a jamais mentionné le livre lui-même. Hallstatt a poursuivi en déclarant que Manson voulait que je sache qu'il lit très rarement des livres, car il ne l'amuse pas. Manson a dit que le meilleur divertissement qu'il ait pu trouver, c'est lui-même. Quelle que soit l'opinion que l'on ait sur la véracité de ma source, il est clair que l'influence de l'étranger sur Manson est au mieux une question ouverte, au pire c'est une tentative lassante de discréditer Heinlein, dont les écrits ont une influence idéologique sur les libertariens comme moi, par le genre de culpabilité par association utilisé efficacement par des politiciens aussi honnêtes que Richard Nixon et Joseph Staline. En bout de course, on ne peut pas dire avec certitude si oui ou non Manson s'est inspiré de la religion créée par Heinlein. Mais le doute persiste, car il ne faut pas oublier une chose, Manson est imbu de lui-même et ne supporte pas qu'on mette quelqu'un d'autre que lui en avant. Et dire qu'une partie de ses idées viendrait d'une autre personne que lui-même est pour lui une hérésie. Les gens aujourd'hui te regardent, 20 ans plus tard, et ils n'ont toujours aucune idée de qui tu es. Dis-moi en une phrase qui tu es. Personne. Je suis personne. Je suis un vagabond, un clochard, un sans-abri. Je suis un wagon de marchandises et une bouteille de vin. Je suis un fonceur si tu t'approches trop de moi. Fin de l'aparté sur Manson, revenons à la vie de Timothy Zell, qui lui ne cache pas qu'il se soit inspiré de ce livre.
C'est dans le courant de l'année 1961 que Timothée Zell trouve enfin sa voix, alors que lui et une dizaine d'autres se retrouvent dans la nature pour prier, chanter, danser, échanger, le tout dans leur plus simple appareil. Les principes religieux du livre d'Heinlein font leur petit bonhomme de chemin dans la tête de Timothy, et c'est au 7 avril 1962 qu'avec son ami, Lance Christie, ils vont fonder le CAW, ou le Church of All Worlds, connu chez nous comme l'Église de tous les mondes, qui se trouve être la religion développée par Heinlein dans son ouvrage. Bien qu'étant apparu par contre en 1962, le groupe religieux ne sera lui reconnu que bien plus tard, en 1968. C'est également durant cette année de fondation de sa religion que Timothy va faire la rencontre de sa première femme, Martha, avec laquelle il aura un enfant, Brian. La photo de Brian que vous voyez ici vient du journal le Fulton Daily Sun Gazette du 13 mai 1964, lequel avait écrit à l'époque un article expliquant que Timothy avait fabriqué une sorte d'incubateur pour son fils afin qu'il puisse vivre dans une sorte d'environnement contrôlé, tout en étant le plus libre possible de ses mouvements. C'est dans un autre article du site internet wildhunt.org que l'on va apprendre qu'en fait, si Timothy avait fabriqué un incubateur pour son fils, ce n'est pas par hasard, mais parce que ce dernier, depuis sa naissance, a plusieurs problèmes de santé. Il a donc fabriqué cet environnement le plus sécuritaire possible pour protéger son fils, qui lui nous a quittés le 19 octobre 2015. Et si je vous montre ici ce point, eh bien c'est pour vous expliquer que Timothy, c'est quelqu'un de plutôt débrouillard. Les années passent et en 1968, au moment où les autorités reconnaissent l'existence de leur groupe religieux, Timothy devient également l'éditeur et le créateur d'un nouveau magazine, Green Egg, ce qui va lui permettre de toucher un plus large public en donnant accès à qui veut bien lire son magazine, à ses idées et ses préceptes tournant autour du néopaganisme déclaré. C'est quoi ça, le néopaganisme ? Eh bien en fait, une année avant de créer Green Egg en 1967, Zell et ses adeptes clamèrent haut et fort que leur religion, le CAW, était une religion tournée vers le néopaganisme. Et pour comprendre le principe du néopaganisme, voici une explication donnée sur le site Udoku. Le paganisme contemporain, ou plus précisément néopaganisme, n'a pas de définition nette dans le dictionnaire. Nous pouvons néanmoins le décrire comme la reconstitution de cultes antiques. Culte hellénique, romain, scandinave, chamanisme. Ces reconstitutions n'ont pas la même raison d'être que les cultes anciens. Si elles utilisent un souvenir historique et spirituel fort, elles sont en fait plus centrées sur la recherche d'une identité culturelle propre, sur la quête d'individualisme spirituel au service d'une démarche politique. Pour Zell, les principes de ce qu'il appelle le néopaganisme, très en vogue au sein des groupes hippies des années 60, est extrêmement important, puisqu'ils sont l'une des pierres angulaires de la CAW. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul principe que Zell va mettre en place. À côté de cela, s'il y a bien une chose pour laquelle les hippies des années 60 sont reconnus, c'est pour leur utilisation récréative du cannabis. Et les adeptes de l'Église de tous les mondes en sont des consommateurs aguerris. Enfin, officieusement. L'église en tant que telle se trouvait ici, au 70 de l'avenue Kingsbury dans la ville de Saint-Louis. C'est là qu'en août 1970, la police va faire une descente et arrêter une dizaine de personnes. Toutefois, Zell va donner une explication intéressante aux autorités. Parce que nous attirons des personnes qui ne sont pas acculturées, nous recevons de nombreux vagabonds, dont nous ne pouvons pas être responsables des actions. Certains peuvent fumer de l'herbe, mais nous n'en avons pas sur place et nous le décourageons. Mais si je vous montre cet article, ce n'est pas spécifiquement pour pointer du doigt le fait que leur communauté fumait du hashish. Non, en fait, c'est plutôt parce qu'au sein de cet article, nous allons apprendre autre chose. Nous allons apprendre que Zell travaille pour le gouvernement. Il était, à l'époque, enseignant. Donc il était plutôt bien intégré dans la société. Et oui, en effet, malgré ses idées, il était extrêmement bien intégré et n'avait aucun problème à mener à la fois une vie de hippie au travers de sa religion et une vie de fonctionnaire. Et tout cela est possible parce que l'un des premiers principes que Zell met en avant dans sa religion, c'est l'acceptation. L'acceptation des personnes, l'acceptation des différentes couches sociales, l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit. Un autre des grands principes créés par la communauté de l'Église de tous les mondes est connu sous le nom de polyamour. C'est en 1973 que Zell va développer ce principe aux côtés de sa nouvelle compagne, Morning Glory. Je me dois ici de faire un petit chapitre spécifiquement dédié à Morning Glory, car elle est à la fois la muse, l'inspiration de Zell, mais également celle qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Morning Glory est née Diana Moore dans la ville de Long Beach en Californie le 27 mai 1948.
Ses parents, croyants pratiquants, font partie d'une branche évangélique appelée les pentecôtistes, créée au début du XXe siècle. Ne se sentant pas en totale concordance avec leurs principes, elle se tourne à l'adolescence vers le méthodisme, une branche proche du protestantisme. Suite à un argument avec un ministre de l'Église concernant le fait qu'un animal possède ou non une âme, elle fait ses valises et part rejoindre une communauté dans l'Oregon. Qu'est-ce qui lui a donné cette idée soudainement de vouloir partir ? Eh bien, Diana, à cette époque, avait en fait un livre de chevet, elle aussi, un ouvrage appelé « Le journal d'une sorcière », écrit par Sybil Leek, sorti en 1968. C'est par ailleurs en s'inspirant de Sybil que Diana va commencer à pratiquer la sorcellerie. Désormais, Diana se fait appeler Morning Glory, et je sais qu'ici les plus anglophones d'entre vous vont me demander si je connais le second sens de Morning Glory. Et oui, je le connais. Mais non, elle ne s'appelle pas Morning Glory parce qu'elle aime les érections matinales, car c'est ça le second sens en question, mais parce qu'elle aime le liseron pourpre, qui se traduit par Morning Glory en anglais. Il y a par ailleurs un troisième sens à ce nom, si vous souhaitez le savoir, qui peut aussi remplacer le mot aurore en Amérique du Nord. Morning Glory vit désormais dans une communauté hippie et va tomber amoureuse d'un certain Gary Ferns. Ensemble, ils vont avoir une fille qu'ils vont appeler Rainbow, mais leur union est basée sur un principe. L'amour ouvert. Et pourtant, malgré ce principe de l'amour ouvert, en 1973, alors que Morning Glory participe à un discours donné par Timothy Zell dans le Minnesota, elle tombe amoureuse de ce dernier et décide de quitter Gary pour changer de communauté. Elle fait désormais partie de l'Église de tous les mondes et devient la compagne de Zell, la compagne exclusive. Enfin, jusqu'à un certain point. Je vous l'ai dit plus tôt, mais c'est en 1973, alors que Zell et Glory décident de se mettre ensemble, que naît un nouveau principe de couple, le polyamour. Bien que ce principe était déjà préexistant, aucun terme ne lui était spécifiquement apposé. C'est Timothy, et plus précisément Morning Glory, qui vont concrétiser ce concept. Mais le terme polyamour en lui-même ne va voir le jour qu'en 1990, dans un article publié dans le journal Green Egg de Timothy, sous la plume de Morning Glory. Par ailleurs, dans le journal Ottawa Citizen du 10 février 2024, dans cet article concernant les triades amoureuses, tout un passage sur le principe du polyamour créé par Morning Glory et Timothy Zell leur est consacré. Et de leur vivant, le polyamour pour eux n'était pas qu'une idée en l'air, mais bel et bien un principe qu'ils vivaient au quotidien. Sur cette photo par exemple, on retrouve à droite Morning Glory, aux côtés de Timothy, mais à côté d'eux se trouve Diane, leur autre concubine, et encore à côté se trouve Gary Ferns, l'ex-compagnon que Morning Glory avait laissé en Oregon pour se mettre en couple ouvert avec Timothy. Tout à gauche se trouve Zach, le fils de Diane, qui heureusement, enfin a priori, d'après ce que j'ai compris, ne fait pas partie du troupel polyamoureux. Mais en soi, le polyamour est un choix. S'ils se plaisent là-dedans, il n'y a pas de souci. En fait, non, il n'y a pas de souci. Ils sont adultes et font absolument ce qu'ils veulent, tant qu'ils n'impliquent pas d'enfants, bien entendu. Ce qui est intéressant avec le couple Zell-Glory, c'est leur propension à juste faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Et vous allez voir que ça va aller très loin. À l'automne 1976, Zell a entrepris une quête spirituelle mystique profonde qui s'est avérée être un tournant dans sa vie. Pendant 2 semaines, il a jeûné, seul dans la nature, près d'une source chaude au bord de la rivière Mackenzie, sans vêtements, avec seulement un couteau et un sac de couchage. Son expérience lui a appris à être en parfaite harmonie avec la nature, à méditer. Il passait son temps à tenir un journal et à fumer de la marijuana. C'est à partir de cette année 76 que les choses vont totalement changer pour Zell et Glory. C'est à partir de là que leur destin va les mettre sur une voie qui leur était prédestinée, celle de la sorcellerie. Souvenez-vous que Morning Glory, durant son enfance, a été inspiré par Sybil Leek, qui se prétendait sorcière. Et bien de son côté, Timothy lui aussi croit en cela. Il croit en la magie, en l'occulte, à l'ésotérisme et en toute créature tirée des contes de fées quelle qu'elle soit. Morning Glory et moi avons toujours eu une fascination pour les choses hors normes, les animaux mythiques, les bestiaires et tout ce genre de choses. C'est par ailleurs poussé par ses croyances qu'il va changer de nom, passant de Timothy Zell à Otter G. Zell à Otter Zell pour devenir finalement en 1994 sa forme finale, Oberon Zell Ravenheart. Pour la petite histoire, il est passé de Timothy à Otter car les gens autour de lui disaient qu'il nageait comme une loutre, Otter étant la traduction de loutre en anglais. Puis il est passé de Otter à Oberon en s'inspirant du nom du roi des elfes que l'on retrouve dans plusieurs légendes médiévales, Oberon lui-même. Aujourd'hui, Oberon se fait aussi parfois appeler le magicien Oz pour
Oberon Zell, à ne pas confondre avec le magicien d'Oz, l'œuvre de Frank Baum que tout le monde connaît. C'est cette fascination pour les animaux fantastiques et le monde de la fantaisie en général qui va un jour pousser Zell et Glory à se lancer dans une quête totalement improbable, créer une licorne, une vraie licorne. En 1977, lui et Morning Glory sont retournés à Coden-Bress et ont partagé avec Harlow leurs secrets. Ils avaient découvert comment créer des licornes à partir de chevreaux. D'après les dires d'Oberon Zell, lui et Glory ont étudié et recherché durant des années comment créer une licorne. Et croyez-le ou non, mais ils y sont parvenus. Eh bien, Morning Glory et moi étions vraiment intéressés par les créatures et les bestioles mythiques. Et nous avons commencé des recherches au milieu des années 70 pour un livre que nous voulions écrire sur le sujet. Et en cours de route, nous avons découvert le secret des licornes, qu'elles avaient vraiment existé, et qu'il y avait une technique secrète utilisée pour les créer dans les temps anciens, qui est soigneusement gardée. Et quand nous avons compris cela, nous nous sommes dit, tu sais, mettons le livre de côté et voyons si nous pouvons réellement élever des licornes, ce que nous avons fait toute la décennie des années 80. Notre première licorne est née en 1980 et voici le crâne de l'une de nos premières licornes. Leur première licorne porte le nom de Lancelot. Et très vite, les journaux en font leur chou gras. Un couple fait revenir à la vie une licorne. Le secret commercial de cet éleveur est de produire des licornes. L'affaire des licornes a-t-elle mis cet homme dans tous ses états ? Les licornes placent le public en porte-à-faux. Cette notoriété grimpante va leur faire ouvrir une porte, une opportunité qu'ils vont saisir via le cirque Ringling Bros and Barnum & Bailey, lesquels vont proposer à Zell et Glory un contrat exclusif s'étalant sur 4 années qui leur donne le droit d'adopter Lancelot pour cette période afin de l'exhiber. En fait, dans la vraie histoire, le cirque ne va pas exhiber qu'une seule licorne, mais 4, qui vont se succéder sur scène à tour de rôle afin de ne pas épuiser et stresser les pauvres animaux. Comment ça, 4 licornes ? Parce que, aux yeux de Zell et Glory, une licorne unique, c'est pas assez. Ayant peur que cette dernière se sente seule, ils vont alors être amenés à en créer 9 autres. En parallèle à cela, doutant de la création de Zell et Glory, 2 associations, The Human Society ainsi que la Société de prévention de la cruauté animale, vont joindre leurs efforts pour demander d'examiner les licornes afin de vérifier que le cirque n'a pas implanté artificiellement la corne sur le crâne des chèvres. Et je dis bien le cirque ici, et non Zell et Glory, car en fait à cette époque, personne ne savait que les personnes derrière la création de ces licornes n'étaient en fait qu'un groupe de hippies. Dans leur quête, les 2 associations sont rejointes par le département de l'agriculture. C'est là qu'un bras de fer va commencer à s'installer entre le cirque Ringling Bros et les autorités qui les accusent de torture animale en expliquant que cette fameuse corne présente sur la tête des animaux est un implant chirurgical. C'est le docteur Charles Reid qui va s'occuper de produire une radio du crâne de l'animal pour vérifier que la corne est ou n'est pas un implant, et sa conclusion est assez claire. Le docteur Charles Reid, professeur éminent de radiologie à l'Université de Pennsylvanie, a montré la radiographie aux journalistes rassemblés. Il leur a dit qu'il était tout à fait clair que la corne de la créature sur la radiographie faisait partie du crâne. Ce n'était ni un implant, ni une addition artificielle. Malgré cette preuve, en 1986, les animaux sont saisis par les autorités dans le but de faire un contre-examen. Une nouvelle radio du crâne est produite et le résultat est sans appel, la corne n'est pas un implant. De son côté, Zell, qui était jusque-là resté assez discret, a en fait déposé un brevet dont vous trouverez par ailleurs le lien en description pour expliquer en partie comment il a fait. Donc on peut nous aussi caresser l'espoir de pouvoir faire des licornes en lisant ce brevet ? Alors non, car en fait dans son brevet il manque quelques parties concernant là ou les techniques qu'il a utilisées. Mais c'est fait exprès, car il souhaite d'un côté protéger le savoir-faire qu'il a su mettre en place, et de l'autre, il ne souhaite pas que quelqu'un d'autre puisse en reproduire. Toutefois, il faut savoir que Zell et Glory n'ont pas découvert cette méthode de création juste par hasard. Comme point de départ, ils se sont basés sur les travaux du docteur Franklin Dove, qui en 1930 avait créé une sorte de taureau licorne, qui, il faut l'avouer, est un peu moins séduisant et convaincant que la chèvre licorne de Zell. Ce chapitre va aborder un point tout à fait inattendu, un point qui va marquer une partie de la vie de Zell et des personnes de sa communauté. Et si vous vous y connaissez en tueur en série, alors vous aurez sans doute reconnu que le titre de ce chapitre est le nom du tristement célèbre Leonard Lake. Ce tueur en série, dont j'ai par ailleurs déjà abordé les méfaits dans une très ancienne vidéo dont je vous mets le lien par là, est connu pour avoir filmé ses exactions. Mais Leonard Lake n'était pas seul. Ce n'est pas un tueur en série isolé. Pour parvenir à ses fins, il est accompagné d'un autre tueur en série, Charles Ngue. C'est dans les années 80 que Leonard et Charles se sont fait connaître pour avoir commis une série de crimes des plus atroces, mais surtout, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour les avoir filmés.
Leonard est né le 29 octobre 1945 à San Francisco en Californie. Il a eu une enfance troublée, marquée entre autres par le divorce de ses parents. Dès son plus jeune âge, il va partir habiter chez ses grands-parents et Leonard commence alors à démontrer une personnalité empreinte à la perversion. Par exemple, pour assouvir ses désirs, il forçait sa sœur à poser nue dans le but de prendre des photos. Poussé par le vice, il va même finir par forcer sa propre sœur à coucher avec lui en la manipulant grâce au chantage. Très vite, Lake est obsédé par le sexe, par le plaisir de torturer puis de tuer. Plusieurs animaux en feront leurs frais. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est photographier et filmer ses expériences. De son côté, Charles Ngue est né à Hong Kong le 24 décembre 1960. Très jeune, il se retrouve avec sa famille en Angleterre, où il montrera assez vite qu'il est un enfant à problème. Violent, désobéissant, menteur, voleur et j'en passe. La manière dont Lake et Ngue se sont rencontrés n'est pas très claire. D'un côté, on peut lire que Ngue, suite à un vol et une condamnation à 14 années de prison à Hawaï, a réussi à s'échapper pour se rendre en Californie où il aurait rencontré Lake. D'un autre côté, on peut aussi lire que les deux se sont rejoints suite à une petite annonce qu'aurait écrit Lake dans un magazine de survivalistes. Lake cherchant alors quelqu'un pour l'aider dans la lourde tâche de créer une sorte de bunker. Charles Ngue et Leonard Lake partageant cette passion qu'est le survivalisme. Il se pourrait également que leur rencontre soit en fait un mélange de ces deux histoires. Voici ce que disait le journal The San Francisco Examiner du 12 juin 1985 qui avait alors enquêté sur cette affaire en ce qui concerne la rencontre de Charles et Leonard. Prenant ici le point de vue de Charles. Il était dans la marine depuis 2 ans lorsqu'il a été arrêté, avec 2 autres marines et 2 civils pour avoir volé 2 mitrailleuses, 3 lance-grenades, 4 fusils M16, 4 pistolets de calibre 45 et une lunette de visée nocturne à la base aérienne des marines de Kaneohe à Oahu. Hawaï. Toutes les armes volées ont été récupérées au moment des arrestations. 1 mois plus tard, alors qu'il était transféré d'une salle d'audience à une cellule de confinement, Charles s'est échappé des gardes et a de nouveau disparu. 1 mois plus tard, Charles était de retour en Californie, vivant avec un autre ancien marine, survivaliste autoproclamé, Leonard Thomas Lake. En cette période, Leonard habite dans une cabane sur un petit lopin de terre, non loin de Sonoma, en Californie. À côté de chez lui vit une petite communauté de hippies se disant néopaganistes, croyant aux fées, aux petits êtres de la nature et à l'existence des licornes. Un petit groupe dirigé par un certain Oberon Zell et sa compagne Morning Glory. C'est aussi dans cette communauté située non loin de la côte californienne que sont créées les fameuses licornes dont nous avons parlé plus tôt. Et Leonard, qui aime ce qui sort de l'ordinaire, avait repéré ces dernières. De temps à autre, pour se rapprocher de la communauté, Leonard leur offre un coup de main en leur donnant quelques conseils sur la manière de gérer leurs animaux de ferme. Car oui, Leonard Lake a des connaissances en la matière. Puis un jour, le chemin de Zell, qui partage sa vie entre cette communauté et l'église de tous les mondes, à Saint-Louis, va croiser celui de Leonard. Il était notre voisin quand nous vivions dans le ranch. C'était un excellent fermier et nous avons appris beaucoup de lui sur le bétail et le soin des animaux. Lorsque nous sommes allés à une foire de la Renaissance, nous l'avons amené avec nous pour faire de la photographie, parce qu'il était photographe, il allait dans les écoles pour prendre des photos scolaires et autres. C'est durant le festival de la Renaissance de 1981 que Zell va proposer à Leonard de l'accompagner dans le but de prendre des photos. Et c'est là que va sortir ce cliché. C'est qui sur la photo ? Eh bien, au milieu, nous avons cette fameuse licorne créée par Oberon Zell. À gauche, nous avons Leonard Lake. Le souci, c'est que cette photo rappelle un peu cette autre photo, sur laquelle on voit Zell et une autre de ses licornes. Ceci a eu pour effet de créer un amalgame dans la tête de plusieurs personnes qui, lorsque les meurtres de Lake et Charles sont découverts, ont alors pensé que Oberon Zell était peut-être Leonard. Heureusement pour Zell et sa communauté, les choses vont toutefois très vite se tasser. Par contre, Leonard de son côté a essayé de tirer parti de cette photo et de sa proximité avec la communauté de Zell et Glory en scammant de jeunes demoiselles. Mais comment est-ce que tu sais ça ? Eh bien, j'ai fouiné dans pas mal de journaux pour trouver cette info. En fait, je suis tombé dessus en cherchant à connaître les circonstances dans lesquelles cette photo avait été prise. C'est dans le Ukiah Daily Journal du 8 novembre 1991 que je suis tombé sur cet article. Rencontre d'une fille avec Leonard Lake, dans lequel on nous raconte l'histoire d'une jeune demoiselle, Erlinda Heras, 14 ans à l'époque, qui aurait reçu une lettre de Lake dans le courant de l'année 1980 pour qu'elle vienne poser en tant que sirène aux côtés d'une licorne. Leonard utilisant cette photo pour légitimer sa demande. Sauf que le but final de Leonard, tout le monde le sait aujourd'hui, n'est pas que de prendre une photo. Et qui sait ce qu'il serait advenu de la petite si ses parents ne lui avaient pas suggéré de ne pas se rendre sur place. En bout de course, le scam de Leonard est plutôt un échec. Et avec le recul, le voir ici en photo avec dans ses bras la licorne de Zell rend ce
cliché tout à fait original. Mais est-on certain que le scam de Leonard n'a jamais fonctionné ? Alors si la question est de savoir si le scam est un vrai échec, on ne peut en être certain à 100%. On ne connaît pas le bilan exact des victimes de Leonard et Charles. Alors comment savoir si l'une de ces victimes n'a pas été attirée dans leur piège via cette photo ? Il est impossible d'en avoir la certitude de nos jours. Vous avez passé pas mal de temps à rechercher ce que beaucoup considèrent comme des créatures mythiques. Quel type de créatures fantastiques avez-vous rencontré au cours de vos voyages en tant que sorcier ? J'ai été celui qui a découvert le secret perdu de la licorne. J'ai élevé des licornes et je les ai exposées. Ce sont des créatures réelles des temps anciens et nous les avons recréées. Nous avons établi une licence d'exposition de 4 années avec le cirque Ringling Brothers pour les exposer. Nous sommes également partis à la recherche de sirènes. Suite aux quelques déboires qui ont entaché durant un temps la vie de la communauté de Zell, la vie peut reprendre. Et les choses vont aller crescendo. Après avoir créé des licornes, Zell entend parler que plusieurs villageois habitant près des côtes de la Nouvelle-Guinée ont rapporté à plusieurs reprises avoir vu des sirènes. Il n'en faut pas plus pour que Zell et plusieurs de ses amis, dont sa femme Morning Glory, mettent en place toute une expédition dans le but de devenir des témoins vivants de la présence de sirènes sur les côtes de la Nouvelle-Guinée. Salut, c'est Kerry de Reef Explorer. Savez-vous à qui vous parlez ? Cherchez-vous cet animal bizarre là-bas pour lequel il se bat? Oui, c'est affirmatif. À quoi ressemblaient ses mains ? Elles ressemblaient à des pattes de E.T., 5 doigts, 2 yeux, 2 oreilles. Ajoutez-y une bouche. Vous aviez un dessin ? Vouliez-vous le montrer à la caméra ? Un peu plus tôt, j'ai dessiné ses croquis. C'est son croquis qu'il a fait en tant que témoin. À partir de là, on veut rester proche des côtes et entrer en contact fréquent avec les villages. Ce serait le genre d'endroit où il pourrait traîner. Bonjour, nous venons vous voir. Merci. Ils disent que c'est bon. Nous pouvons venir. Ils seront heureux de nous accueillir. D'accord, c'est là qu'ils vivent. Voilà, as-tu vu ça ? Ouais, regarde ça ! La queue était assez grande. Ça ressemble exactement à celle sur les photographies. Hélas, après plusieurs semaines d'enquête, d'investigation et de recherche, Zell dut se rendre à l'évidence, les sirènes promises n'étaient autres que des dugongs, une espèce de mammifère marin brouteur d'algues tout à fait innocente. De retour aux USA, sans le sou en poche, la communauté de l'Église de tous les mondes retourne à leurs occupations. Mais dans l'esprit de Zell, les idées, les désirs se bousculent et peu à peu se mettent en place. En fait, Oberon Zell Ravenheart est un rêveur qui aime à s'inspirer du monde de la fantaisie, car pour lui, toute fantaisie, tout fantastique prend source dans le réel. Ainsi, à ses yeux, mêler le monde de l'imaginaire à celui du réel est une évidence absolue. Zell va alors peu à peu entrer dans la peau de son être de cœur, en devenant sorcier. Et si lorsque j'emploie le mot sorcier, vous avez en tête l'image d'un Gandalf ou d'un Dumbledore, alors vous y êtes, car pour Zell, c'est exactement ça qu'il est. Quand avez-vous commencé à vous intéresser aux arts occultes et à suivre la voie pour devenir un sorcier ? Mon intérêt a toujours été présent et mes premières lectures sur le sujet enfant étaient les mythes grecs. Cela m'a intéressé à la fois à la théologie et à la mythologie, ce qui m'a ensuite conduit à un intérêt pour la fantaisie. J'ai remarqué la récurrence du sorcier dans ces histoires. Je me suis ensuite intéressé aux super-pouvoirs et aux capacités psychiques. Le professeur Xavier des X-Men était mon archétype lorsque j'ai fondé l'école. Pourquoi il parle de fonder une école ? Parce que Oberon Zell est le premier à avoir mis sur pied une école de sorciers, une vraie. Et si vous vous dites qu'il s'est plus inspiré d'Harry Potter que du professeur Xavier, en fait, c'est un mix des deux. Ainsi, au 1er août 2004, en Californie, ouvre une école nommée The Grey School of Wizardry, ou l'école grise des sorciers. Cette école est par ailleurs la première école de sorciers reconnue. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous trouverez le lien en description de cette vidéo, mais sachez que cela va vous coûter quand même quelques 5000 $ US pour y être élève et participer physiquement au cours. Bienvenue à l'école grise de la sorcellerie. Je suis votre directeur, Oberon Zell Ravenheart.
L'école grise offre un programme d'apprentissage de la sorcellerie sur 7 ans. Et les étudiants peuvent s'inscrire à tout moment après leur 11e anniversaire. Nous avons 16 départements différents, chacun codé par couleur. Et durant votre 2e année ici, vous choisirez entre votre majeur et votre mineur. À la fin de vos études, vous serez certifié en tant que sorcier compagnon. Sachez que depuis, Morning Glory nous a quittés, elle n'est plus de ce monde. Elle est partie le 13 mai 2014 suite à un cancer qui la rongeait. Mais bien que la perte de son âme sœur ait affecté Oberonzell, ce dernier continue à mener sa vie comme il l'entend et prévoit même en 2026 un agrandissement des locaux de son école des sorciers. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce nouvel étrange voyage dans le monde d'Oberonzell, Ravenheart et de Morning Glory Zell. Ici, nous avons voyagé dans un monde étrange, mais plutôt positif, même si nous avons dû bifurquer un instant dans les eaux saumâtres de l'esprit dérangé de Leonard Lake. J'espère que vous avez apprécié ce voyage que j'ai adoré découvrir en profondeur. Si vous souhaitez en connaître plus, je vous laisse plusieurs liens utiles en description. Et merci encore à MyHeritage dont le site internet m'a été d'une aide essentielle pour parvenir à fouiner dans les entrailles de ma famille et qui m'a également permis d'accéder à des articles de journaux dont je me suis servi dans cette vidéo. Si vous êtes curieux de lancer une investigation sur vous, sur votre famille, vos ancêtres, cliquez sur le lien en description et obtenez 14 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, vous avez l'option de cliquer sur ce QR code si ça vous intéresse. Allez, sur ce je vous dis bis, bye, ciao et à la prochaine. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est l'essentiel.